Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue à tous pour le rendez-vous où l'on parle de faits de société. L'affaire dans l'affaire, une émission que nous réalisons en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Avec moi aujourd'hui, Jade Serrano, journaliste d'investigation. Bonjour Jade. Bonjour Stéphane Simon. Et la voix des matinales du week-end, Jean-Marie Bordry. Bonjour Stéphane. Également avec nous. Bonjour à tous les deux donc. Aujourd'hui, nous allons parler de la délinquance des mineurs. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pas un mois sans que l'on parle désormais de faits divers qui mettent aux prises des victimes et des adolescents qui ne sont plus les victimes mais les auteurs de faits graves. Il y a eu Chahina à Creil, Chemseddine à Viry-Châtillon, Zacharia à Romans-sur-Isère, Philippe à Grande-Synthe, Mathis, Châteauroux, tant d'autres. Et pour en parler, nous avons invité Céline Boulet-Esperonnier, qui est ex-sénatrice de Paris, co-auteur d'un rapport qui a pas pris une ride, on va dire, sur la délinquance des mineurs. Il a été écrit en 2022. Bonjour Céline Boulet. Et puis maître Stéphane Gioriana, avocat dans le dossier du meurtre de la jeune Rose Isabella. Vous allez nous en parler. Bonjour à vous, maître. Bonjour. Tout de suite, nous allons d'ailleurs revenir sur la mort de la petite Rose Isabella, 5 ans, tuée le 25 avril 2023. C'était il y a un an. Tuée par un adolescent de 15 ans à Rambervillers, une petite ville des Vosges. Revenons, si vous le voulez bien, sur les circonstances de la mort de Rose. Voici le récit des faits. 25 avril 2023 à Rambervillers dans les Vosges, une petite ville tranquille, 5000 habitants, des pavillons modestes, des rues bordées de tilleuls. Ce jour-là, c'est le printemps. Les enfants jouent dehors sans crainte, les fenêtres sont entr'ouvertes. Jusqu'à la première alerte de la mère d'une fillette de 5 ans, prénommée Rose Isabella, qui n'est pas rentrée chez elle. Il est 15h quand Rose est sortie jouer dans un petit square juste devant leur immeuble. Depuis sa fenêtre, sa maman voyait très bien le square. Elle dit ne s'être absentée que quelques minutes, juste le temps de changer la couche de son autre enfant. Mais quand elle est revenue à la fenêtre, Rose Isabella n'était plus là. Les voisins se mobilisent très vite. Les gendarmes ratissent les rues. L'angoisse monte. Il est bientôt 16h. L'enquête prend une autre tournure totalement inattendue. Un adolescent contacte la police municipale. Il affirme être avec la fillette chez lui. Le temps que les agents arrivent, l'immeuble est à peine à 300 mètres. Le garçon les accueille calmement et leur montre un sac plastique. À l'intérieur, le corps sans vie de Rose. Dénudé, assassiné. Ce n'est plus une disparition, c'est un crime. L'affaire est immédiatement confiée à la section de recherche de Nancy. Les premières constatations sont glaçantes. L'adolescent, 15 ans, habite le même immeuble que Rose Isabella. Dans le quartier, certains le décrivent comme étrange, fuyant, replié sur lui-même. D'autres se souviennent que quelques jours plus tôt, il proposait à des enfants de venir voir des chatons chez lui. Le soir même, il est interpellé, mais en garde à vue, il se tait. Silence complet, il invoque son droit au silence. Il faudra attendre 2 mois, le 21 juin, lors d'une reconstitution, pour qu'il passe enfin aux aveux. Il raconte avoir attiré Rose chez lui sans violence. Il lui a parlé d'un chaton à aller voir. Les caméras de la ville, d'ailleurs, confirmeront son récit. Elle l'a suivi, et une fois à l'intérieur, il l'a conduit à la salle de bain. Et là, il l'a noyé. Dans la baignoire, l'adolescent avoue sans émotion, sans regret, sans culpabilité. Et il ajoute cette phrase terrible. « Depuis 3 ou 4 jours, j'avais l'idée de noyer quelqu'un. Je l'ai noyé pour rigoler. J'étais zen quand c'est arrivé. » Ce garçon n'est pas à son premier passage à l'acte. 1 an plus tôt, il avait été mis en cause dans 2 autres affaires. 2 agressions sexuelles. 2 garçons, âgés de 10 et 11 ans, dans une forêt près de Rambervillers. À l'époque, il a 14 ans. Il avait été placé dans un foyer fermé, hors du département pendant près d'1 an. Il aurait correctement suivi sa formation et ses soins depuis. Les éducateurs avaient conclu à une évolution positive. Une expertise psychiatrique à l'époque parlait d'une déficience mentale légère, mais aucun trouble psychiatrique majeur. Il est scolarisé en IME, un institut médico-éducatif, et en mars 2023, il revient chez lui. 1 mois plus tard, Rose Isabella est morte. Après son arrestation, une nouvelle expertise est réalisée. Elle est formelle. Altération du discernement et dangerosité élevée pour les autres.
Arrêté en flagrance, le procès va se tenir dans des délais records. Juin 2024, le procès s'ouvre à huis clos à Épinal devant le tribunal pour enfants. Le code pénal est clair. Moins de 16 ans au moment des faits, la peine maximale encourue est de 20 ans de réclusion. Pendant l'audience, les experts dressent le portrait d'un adolescent profondément perturbé. Ils parlent de pulsion, d'une absence totale d'empathie, d'un comportement sadique. Le mot perversité est prononcé. Le mot récidive aussi. Face à lui, les parents de Rose Isabella sont brisés, dignes. Le 12 juin 2024, le verdict tombe, 20 ans de réclusion criminelle et 20 années de suivi socio-judiciaire à sa sortie. Une peine exceptionnellement lourde, mais qui ne ramènera jamais Rose Isabella à la vie. Et une question qui reste obsédante. Ce drame aurait-il pu être évité ? Maître Stéphane Duriana, je rappelais que vous étiez l'avocat de la famille. Comment ce verdict a été accueilli chez les parents de Rose Isabella ? Avec indifférence. Avec indifférence parce que quel que soit le verdict qui ait pu prononcer le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, ça ne remplacera jamais la perte d'un enfant de 5 ans. Quelle que soit la peine que le tribunal ait pu prononcer, en l'espèce, la peine la plus élevée possible, certainement une des premières années. Moi, j'ai recherché, je n'ai pas trouvé beaucoup de mineurs de moins de 16 ans condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à 20 ans de suivi socio-judiciaire. C'est exceptionnel, mais je vais vous dire, les débats leur passaient au-dessus de la tête parce que ce qu'ils auraient aimé souhaiter savoir, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter le drame des commis. C'était ça la vraie question. C'était ça la vraie question. Justement, la famille a dû être perturbée par les antécédents du meurtrier. Elle a été perturbée non seulement par les antécédents, mais par la manière dont a été organisé ce procès. Initialement, quand je reçois la convocation, il faut bien que vous compreniez. Voilà une famille qui a perdu dans des conditions atroces une enfant de 5 ans. Témoin cité par le ministère public, 0. Le ministère public n'avait cité aucun témoin, aucun expert, aucun directeur d'enquête. C'est moi qui ai dû, aux frais de mes clients, entre parenthèses, citer l'intégralité des experts, citer l'intégralité des enquêteurs, citer les policiers municipaux parce qu'il y aura une importance considérable, citer les éducateurs qui avaient eu à suivre le mise en examen pour qu'on ait un vrai procès et qu'on puisse se poser les vraies questions. C'est-à-dire, aurait-on pu éviter ce drame ? Et justement, on a l'impression que précisément, il y a eu des négligences dans cette affaire, que les rapports d'experts et la parole des professionnels ont peut-être été un peu légers dans ce dossier, non ? En fait, ce qu'on a surtout eu, c'est qu'on a un mineur qui commet des premiers faits, viol et agression sexuelle. 14 ans à l'époque. 14 ans. Il est mis en examen. La loi veut qu'à ce moment-là, on ne peut pas, y compris pour des faits criminels, avoir des mesures de sûreté supérieures à 1 an. Donc, on a un placement sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé, où là, il y a une surveillance constante de la personne pendant 1 an. L'instruction n'est pas terminée au bout d'1 an, de sorte que le magistrat n'a pas le choix que de le remettre en liberté et de le placer sous contrôle judiciaire, avec un contrôle judiciaire, c'est-à-dire une obligation pour les éducateurs de venir le surveiller, en tous les cas de rendre compte de ses agissements. Malheureusement, dès qu'il va sortir, il sera livré à lui-même. Il va se retrouver dans un appartement à Rambervillers, seul, sans ses parents. Et on apprendra, au moment de l'enquête sur le crime atroce dont a été victime Rose, que quelques jours avant, la veille, 3 jours avant, il essayait d'attirer d'autres mineurs chez lui au même prétexte. 4 mineurs ont témoigné ainsi que leurs parents pour dire oui, il a essayé au faux prétexte de nous montrer à Châton, de nous attirer. On avait donc un prédateur qui était en liberté totale et qui n'était plus surveillé.
Alors, cette affaire est absolument exceptionnelle. J'ai envie de vous demander, Céline Boulay-Espéronnier, vous êtes sénatrice de Paris, co-auteure d'un rapport de 2022 sur la délinquance des mineurs. Cette affaire, évidemment, elle nous interroge parce que l'on voit le vide judiciaire, l'absence de suivi de délinquants qui sont extrêmement dangereux. Ça doit vous inspirer, évidemment, de profondes réflexions, cette affaire. Ça m'inspire de profondes réflexions comme depuis des années, mais on voit très bien au travers des paroles de Maître Giorana à quel point cette affaire nous touche au-delà des mots, c'est-à-dire que ce sont des familles qui sont complètement détruites et c'est la société tout entière qui est interrogée sur l'horreur de ce crime et évidemment dans l'incompréhension. Je pense quand même qu'il y a un caractère particulier aussi à cette affaire avec une succession d'événements et fort heureusement, peut-être, elle ne concerne pas toute la délinquance des mineurs. Hein. J'ai l'impression que ça a été une affaire particulièrement complexe. Mais bien évidemment, il y a des dysfonctionnements. Nous les pointons dans le rapport que nous avons fait. Nous avons mis du temps d'ailleurs à le faire. Et notamment l'efficacité de certaines mesures et le manque de moyens. Je pensais aux centres éducatifs fermés dont on avait parlé, qui sont parfois une bonne solution, pas toujours, et avec un manque de moyens qui est criant, oui. Alors, et puis surtout, quand le mineur sort du centre éducatif, on ne le suit plus, souvent. Ouais. Alors on va revenir bien sûr sur ces centres fermés, la pénurie et le coût de ces centres éducatifs fermés. Dans un instant, on va s'interroger sur la nécessité ou pas de laisser en liberté ces ados dangereux. Nous nous demanderons comment la société peut s'en protéger, comment sanctionner. Vous allez voir que les risques de récidive, c'est une question épineuse. Céline Boulay-Espéronnier nous expliquera aussi à quel point nous manquons de chiffres et d'outils statistiques. On revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Avec nous, Jade Serrano, journaliste, enquêtrice. Merci d'être là. Jean-Marie Bordry nous accompagne également. Nos invités aujourd'hui pour parler de la délinquance et de ces ados dangereux sont Céline Boulay-Espéronnier, ex-sénatrice de Paris, auteure d'un rapport de 2022 qui n'a pas pris une ride sur la délinquance des mineurs, et maître Stéphane Giuriana, avocat dans le dossier du meurtre de la jeune Rose. Nous en parlions à l'instant. Nous parlons, donc, je vous le disais, d'un phénomène qui nous préoccupe, la délinquance de ces mineurs, et puis surtout la manière dont la justice peut accompagner ces familles qui sont aux prises avec ces adolescents pas comme les autres. Céline Boulay-Espéronnier, c'est pas exactement un phénomène dont on peut dire qu'il est en pleine explosion, car on a de la peine justement à quantifier cette délinquance. Vous m'expliquiez? Oui, pour traiter un phénomène le plus sûrement possible et mettre en place les politiques publiques qu'il convient, il faut encore pouvoir le cerner de manière précise. Et dans le rapport, on montre bien qu'on manque de chiffres, on manque de statistiques fiabilisées, notamment sur les 30 dernières années, ce qui nous permettrait de suivre l'évolution. Alors, on a quand même des éléments de réponse, mais globalement, les statistiques fiabilisées qui existent, notamment au ministère de l'Intérieur depuis 2016, n'existent que depuis 2016 et ne sont pas totalement fiables. Donc, c'est embêtant parce qu'il faut savoir exactement de quoi on parle. On parle d'une explosion de la délinquance. Or, dans les chiffres qu'on a, on voit que les chiffres sont relativement étals depuis quelques années, depuis 2016 en tout cas, et que les infractions sont particulièrement caractérisées dans certains domaines. Vous avez par exemple, on manque de chiffres sur les narcotrafics. Quand on a demandé les chiffres de manière globale, on ne les a pas demandés spontanément, il a fallu les réclamer. On manque de chiffres sur le taux d'homicidité. Non, le taux d'homicidité, pardon, ce sont les seuls chiffres qu'on a qui soient vraiment fiables. On manque. Ça, c'est les ados meurtriers, hein, donc ils sont et ces ados meurtriers sont de plus en plus nombreux, hein, je crois savoir. Alors ils sont de plus en plus nombreux, ce qui est vraiment très inquiétant, mais ils sont à l'image de la société de manière générale, c'est-à-dire qu'ils suivent l'évolution de l'homicidité chez les majeurs.
D'accord. Donc, ni plus ni moins. Mais par contre, il y a une évolution de ce point de vue-là. Et ça, c'est une statistique qu'on a qui est vraiment fiable. Si je vous comprends bien, dites-moi si c'est le cas, on a l'impression, en tant qu'observateur, que la délinquance des mineurs s'est aggravée depuis quelques années. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt qu'on ne sait pas si les faits sont plus nombreux, mais en revanche, on sait que les faits sont plus graves. Voilà, elle s'est aggravée en gravité. Par exemple, je vous donne un chiffre, c'est la proportion des mineurs impliqués dans l'ensemble de la délinquance n'est que de 20% en moyenne. Ils sont par exemple 46% mis en cause dans les violences sexuelles sur mineurs. C'est énorme. Ils sont 40% dans les viols violents, 30% pour coups et blessures sur les moins de 15 ans. Donc, on voit une surreprésentation dans certains faits qui sont particulièrement graves quand même. Mais encore une fois, on manque de chiffres. Alors, pour appréhender le phénomène, en plus, il faut en avoir conscience. Moi, j'aimerais poser la question à notre autre invité, Stéphane Djourana. Maître, vous nous disiez que le procès de l'assassin de la jeune Rose avait été préparé avec une forme de nonchalance invraisemblable par la justice et que vous aviez dû faire la moitié du travail pour faire citer les personnes importantes. Qu'est-ce que la justice comment elle s'est justifiée de cette nonchalance quand elle a dû affronter votre regard et surtout celui des parents ? C'est assez simple. Le procès, initialement, il était prévu sur une demi-journée. Ah oui. Moi, j'ai dit à la présidente, Madame la Présidente, ça n'est pas possible. Comment j'explique, moi, à une famille qu'on va, entre guillemets, bâcler le procès de ce mineur? La justice doit prendre le temps qu'elle a su prendre dans le premier dossier afin qu'il soit remis en liberté. Parce qu'en fait, la règle, que vous la compreniez bien, pourquoi ce garçon était en liberté? Parce que la première instruction n'a pas été tenue dans les délais, et notamment dans le délai d'1 an. Si le procès avait eu lieu dans le délai d'1 an, il ne serait jamais sorti de CEF. Il aurait été condamné pour la première affaire de viol et d'agression sexuelle, et Rose serait certainement encore présente aujourd'hui. Comme l'instruction n'a pas respecté le délai d'1 an, on a dû le remettre en liberté, livré à lui-même. D'ailleurs, dans le second procès, celui concernant le crime sur Rose, vous savez que l'instruction a été faite dans un délai record, puisqu'il a été jugé, cette fois-ci dans le délai d'1 an, parce que sinon, il fallait de nouveau le remettre en liberté. Avec un collège d'experts psychiatres qui disait, en gros, et j'exagère un peu, mais à peine, le jour où il sort, il recommence. Ouais. Et je me permets de vous reposer ma question malgré tout, maître. J'ai bien compris ce que vous avez dit à la présidente lorsque vous avez découvert que c'était censé durer une demi-journée, mais comment elle a justifié le fait que ce procès était prévu pour durer une demi-journée jusqu'à ce qu'on passe à une affaire suivante? Vous savez, c'est très rare que les magistrats justifient. Quand vous allez les voir et que vous leur dites « moi, je ne suis pas d'accord avec vous », ils vous disent « faites ce que vous avez à faire », c'est-à-dire citer les témoins, créer le procès et ensuite demander à ce qu'il y ait des jours supplémentaires de procès. Mais ils ne justifient pas. Ils vous disent « écoutez, c'est comme ça, il n'y a peut-être pas besoin de faire venir tout le monde ». Moi, je voulais faire venir tout le monde. Pourquoi? Pour que les parents aient les réponses à toutes les questions légitimes qu'ils se posaient. Et que je ne voulais pas qu'ils sortent de ce procès sans une réponse. Je comprends. Si le procès avait été fait à la va-vite, on n'aurait pas de réponse aujourd'hui. Alors Céline Boulet-Esperonnier, justement, dans cette affaire, on voit bien que la justice semble expéditive, mal préparée, qu'elle accompagne mal, qu'elle enquête mal. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans d'autres affaires, vous qui avez fait ce rapport à plusieurs mains, d'ailleurs, je signale que vous êtes co-auteur de ce rapport. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même, où vous avez l'impression que l'outil judiciaire est totalement dépassé aujourd'hui par rapport à l'ampleur du phénomène? C'est difficile pour moi de me prononcer parce que je suis bien évidemment bien moins spécialiste que Maître Djourana pour suivre ce genre d'affaires. Et ce qu'on a voulu dire dans le rapport, c'est que, en tout cas, le sujet de la délinquance des mineurs ne se résume pas au sort des mineurs délinquants. Donc évidemment, c'est très important de savoir comment les affaires sont suivies, comment elles sont traitées par les juges, par les magistrats. Mais on a voulu aussi beaucoup montrer l'importance de prévenir ces actes de barbarie. Et puis, on a voulu aussi s'interroger sur comment on peut aider les mineurs délinquants à se réinsérer dans la société. Mais la question de la prévention, elle est évidemment cruciale pour éviter ce genre de crime. Mais pardonnez-moi, mais en fait, je trouve que...
Pardonnez-moi. Oui, en fait, on confond un peu délinquance et criminalité, et je pense que c'est un peu le problème de la justice des mineurs. Il faudrait quand même faire la distinction entre un narcotrafiquant, donc vulgairement un ado qui vend du shit en bas de son immeuble, et puis un adolescent qui accroche un autre adolescent à un arbre pour le violer, et puis ensuite qui noie une petite fille. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que moi, je ne peux pas me prononcer, évidemment, sur le fond de cette affaire, mais on voit quand même que les juges veulent bien faire. Il y a 1000 enfants en détention aujourd'hui en France. C'est un chiffre qui est très important et beaucoup plus important que les dernières années, mais on manque de moyens, on manque de places de prison. On manque de places en centre éducatif fermé, on manque de centres éducatifs fermés, on manque de dispositifs d'éducation pour prévenir la délinquance, c'est ce que je disais, on manque de chiffres, donc on manque quand même de beaucoup de choses. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part du politique et des pouvoirs publics, mais j'insiste aussi sur l'importance de ne pas légiférer dans la précipitation quand il y a une affaire qui marque de fait l'opinion publique. Alors il y a quelque chose qui est assez significatif et à souligner dans votre rapport, c'est aussi que la délinquance des adolescents touche énormément maintenant de jeunes femmes. C'était pas le cas auparavant. Alors là aussi, on n'a pas eu de chiffres spontanément. La délinquance qui touche les jeunes femmes, elle n'est pas nouvelle. Elle a tendance à s'accroître avec une forme de parité. Elle est beaucoup liée, d'après ce qu'on a entendu des personnes auditionnées, à la prise de drogue aussi, parce qu'on n'a pas parlé encore de cela, mais ce qui touche beaucoup les mineurs délinquants, c'est la prise de stupéfiants. Et il est vrai que dans les faits qui impliquent les jeunes femmes, ce sont souvent des faits qui sont assez durs, assez difficiles. Enfin, en tout cas, il tendrait à y avoir une égalité maintenant dans la commission de certaines infractions entre les jeunes filles et les jeunes hommes. Et il semblerait que ce soit encore un sujet tabou. Oui, d'accord. Alors, on va y revenir. Dans un instant, on va continuer de parler de la dangerosité des adolescents. On va parler aussi de l'excuse de minorité. Que faire? C'est la question qui revient et qui n'est pas simple à traiter. On y revient dans un instant. À tout de suite, justement, sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans notre rendez-vous où on parle fait de société, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, avec Jade Serrano toujours. Rebonjour Stéphane. Jean-Marie Baudry, évidemment, notre complice du samedi matin. Avec nous également Céline Boulay-Espéronnier, ex-sénatrice de Paris, auteur d'un rapport qui n'a pas pris une ride sur la délinquance des mineurs, un rapport qui date de 2021-2022. Maître Stéphane Juriana également est avec nous, avocat dans le dossier du meurtre de la jeune Rose Isela Bella. Rebonjour à tous les deux. Nous parlons des mineurs criminels, des mineurs délinquants. C'est pas exactement la même chose, hein, bien sûr. Et nous nous interrogeons sur les réponses judiciaires à apporter à tous ces délits ou ces crimes. Alors, j'aimerais vous demander, évidemment, maître, qu'est-ce que vous pensez de cette excuse de minorité? Parce que bien souvent, lorsqu'un mineur est aux prises dans une affaire, eh bien, on met en avant cette excuse de minorité et il est coutumier d'être assez clément avec les mineurs. On l'a vu aussi dans l'affaire Paty, Samuel Paty. Oui, l'affaire Sheina aussi. Ouais, bien sûr. Maître. Écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, et non pas en tant qu'avocat des parents de Rose. Moi, j'en pense que du bien de l'excuse de minorité. Dans son principe, que les choses soient claires, dans son principe, un mineur, il n'est pas formé, c'est un enfant. On doit, avant toute chose, essayer de le reprendre en main. Avant toute chose, essayer de l'éduquer. Avant toute chose, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Moi, je ne peux pas me résoudre à croire qu'un mineur est, dès son plus jeune âge, définitivement perdu. Et je pense que tous les mineurs peuvent évoluer. Et y compris dans le meurtre de Rose, ce mineur, il avait moins de 16 ans. Moi, j'espère, même si les psychiatres nous disent tous, ou quasiment tous, sauf un, qu'il recommencera, mais je suis persuadé qu'avec un travail psychologique, psychiatrique, éducatif, sociétal, on peut en faire quelque chose. Et il faut l'espérer. Il ne restera jamais emprisonné à vie. Si on n'espère pas ça, on sait qu'il recommencera. Donc, il faut l'espérer. Ce que je trouve critiquable aujourd'hui sur l'excuse de minorité, c'est son application. C'est-à-dire que dans le cas de Rose,
comme le mineur avait moins de 16 ans, elle était automatique. Et on ne pouvait pas y déroger. C'est-à-dire que même si les experts nous expliquaient, notamment le collège d'experts, le jour où il sort, il recommencera. Parce qu'il est pervers, parce qu'il est sadique. Parce que c'était ça les rapports d'expertise. Parce qu'il prend plaisir à voir les victimes souffrir. Là, l'excuse de minorité, elle était automatique. Peut-être qu'il faudrait laisser la liberté au juge pour les mineurs de moins de 16 ans d'y déroger, dans des cas exceptionnels, comme ce fut le cas dans notre affaire. Mais surtout, ne touchez pas. Moi, quand j'entends un certain nombre de politiques dire il faut supprimer l'excuse de minorité, ça ne sert à rien, c'est des cadeaux mineurs. Non, c'est protéger notre société pour l'avenir que d'essayer de les soigner, d'essayer de les guérir, d'essayer de les éduquer, d'essayer de les sortir. Et on ne doit pas, en tous les cas, une société humaine ne doit pas se dire qu'ils sont perdus. Alors, je précise quand même que l'excuse de minorité, elle est déjà nuancée suivant l'âge du mineur. Entre 13 et 17 ans, un mineur peut être condamné assez sévèrement. C'est en dessous de 13 ans que l'on estime qu'il n'est pas capable de mesurer la portée de son acte. Alors, Céline Boulay-Espéronnier, je voulais vous demander tout simplement que proposait votre rapport, les axes. Il y avait 14 ou 15 axes forts dans ce rapport. Qu'est-ce que vous proposiez pour essayer d'améliorer les choses ? Il y en a plein, oui, il y a plusieurs axes, et je ne vais pas tous les citer bien évidemment, mais il y avait d'abord la question des chiffres, comme je vous le disais. C'est avoir un meilleur outil statistique. Avoir un meilleur outil statistique. D'ailleurs, je crois que ça a été suivi des faits, puisque le ministère de l'Intérieur s'était engagé à produire un meilleur outil statistique pour 2023. Je me demande si ça n'a pas été fait dans un rapport, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Donc, il faut croire que les rapports sénatoriaux servent à quelque chose. On disait, par exemple, pour parler de la question des moyens et reciter l'exemple, parce que c'est un exemple que l'opinion publique connaît bien et qui est emblématique des centres éducatifs fermés, de dire peut-être que, étant donné que ça coûte très cher, il faut mettre les moyens pour la création de nouveaux centres éducatifs fermés. Alors, expliquez-nous, pardonnez-moi, je vous interromps parce que les centres éducatifs fermés, on dit qu'il n'y en a pas assez, mais vous dites aussi que c'est très cher, hein, c'est bien cela. Alors, c'est très cher parce que c'est entre 400 et 700 euros par jour et par enfant, par adolescent, sachant qu'en centre éducatif fermé, vous en avez entre 8 et 12 pour 6 mois renouvelables une fois. Ça, c'est un dossier que connaît bien Maître Juriana. Et donc, c'est très cher, avec des résultats qui sont plus ou moins bons selon les centres éducatifs fermés pour diverses raisons. D'abord parce que c'est très difficile de recruter, et on n'en a pas assez des éducateurs. Ils sont souvent éloignés des bassins d'emploi. Enfin, voilà, ce genre de choses. En plus, ils ne sont pas si fermés que ça. Donc, il y a de nombreuses fugues. Enfin, on en a souvent parlé dans l'opinion publique. Donc, il y aurait toute une réflexion à avoir là-dessus. On a fait beaucoup d'autres propositions sur l'éducation, notamment le fait que les différents acteurs travaillaient en silo alors qu'ils devraient travailler ensemble, notamment avec l'éducation nationale, pour qu'il y ait plus de performance du côté, encore une fois, de la prévention, puisque l'un des axes majeurs de nos travaux, ça a été de dire qu'il y avait beaucoup de décrochage scolaire chez les jeunes, chez les mineurs délinquants. Voilà. Oui, alors là, c'est très intéressant. Pardon, je vous interromps à nouveau pour qu'on ait le temps quand même de se poser les bonnes questions. En ce qui concerne cette première délinquance et des problèmes d'indiscipline à l'école, vous dites que en fait, on s'y prend à l'envers. C'est-à-dire que pour des élèves qui ont des problématiques d'indiscipline, on va les exclure alors qu'il faudrait plutôt les obliger à rester davantage à l'école. Ça paraît être du bon sens. Bien sûr, il y a différentes mesures alternatives qui sont prises par notamment le chef d'établissement, mais de manière générale, oui, quand un enfant est particulièrement perturbateur, il peut être exclu de manière temporaire pour 8 jours ou de manière définitive de l'établissement. Et Alain Bauer, qu'on a auditionné, que vous connaissez bien, nous avait dit, mais dans d'autres pays, en fait, on les force au contraire à rester dans l'établissement et à prendre plus d'heures de cours. Ce qui, en fait, parce que le fait de les exclure, ça peut produire l'effet inverse de celui recherché. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas pris en charge par la collectivité, ce qui est le cas dans les cas d'exclusion sur 8 jours, eh bien, ils se retrouvent dans la nature et de fait, ils peuvent être pris en charge par des réseaux criminels comme des réseaux autour de la drogue et ce genre de choses. Donc, il y aurait une réflexion
à mener là-dessus aussi, mais il faut se mettre à la place aussi des établissements scolaires où quand vous avez un enfant qui est particulièrement perturbateur, il y a un moment où cette sanction-là tombe pour ne pas mettre en danger les autres enfants, bien évidemment. Et la place des parents dans tout ça, la place des parents. On va y venir, la place des parents, pardonnez-moi, mais dans votre rapport, vous pointez aussi le manque d'éducateurs spécialisés. J'aimerais demander à Maître Juriana, vous avez été amené à faire comparaître les éducateurs. Est-ce que ces gens sont bien formés? Est-ce qu'ils sont pas assez nombreux? Qu'est-ce que vous diriez, vous qui êtes, je dirais, sur la ligne de front judiciaire? Moi, je voudrais rebondir sur l'histoire de Rose. Vous allez comprendre que ce que vient de vous dire Madame la sénatrice, si son rapport avait été appliqué, Rose serait toujours là. Je m'explique. Rose est enlevée, assassinée le 25 avril 2023. Nous sommes un mardi. D'accord? Le jeudi précédent, le mis en examen est repéré par une policière municipale en train de rôder autour d'un square où sont en train de jouer des enfants. D'accord? Je rappelle qu'à ce moment-là, il est sous contrôle judiciaire pour des faits graves de viol. Son attitude interpelle tellement la policière municipale parce c'est ce qu'elle m'a dit devant le tribunal pour enfants. Elle m'a dit, je vois qu'il cherche une proie. Elle rentre à la brigade, elle rédige un rapport à ses supérieurs hiérarchiques en disant, je viens d'apercevoir X qui était en train de rôder, qui manifestement, nous sommes le jeudi précédent, en train de chercher un mineur. À notre vue, il s'est enfui. Elle va envoyer ce rapport à qui? Au maire, à son supérieur hiérarchique et au parquet. Le parquet d'Épinal, qui reçoit cette note, avait, à mon avis, la possibilité de saisir les éducateurs, de saisir le juge des enfants, pour essayer d'aller au moins l'entendre, voir qu'est-ce que tu faisais là, pourquoi tu rôdais autour. Rien n'a été fait jusqu'au mardi précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand les services travaillent en silo, quand les services ne sont pas transversaux, ça ne peut pas fonctionner. Là, cette policière municipale aurait eu les outils de saisir l'éducateur. Peut-être qu'il aurait pu réagir. Et alors, pour répondre à votre question précisément, lors de l'audience, qu'est-ce qu'ils me disent, les éducateurs? Parce que vous comprenez bien, quand on les cite, ils sont mal dans leur peau. Ils pensent qu'on va leur faire des reproches. Ils se sentent mal à l'aise. Parce que tout le monde, dans cette affaire, pense avoir failli. Et moi, je leur pose la question. Et ils vous disent, quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Eh bien, une semaine avant. Et je leur dis, mais pourquoi vous n'alliez pas le voir tous les jours? Pourquoi vous ne faisiez pas des rapports? Parce que quand même, on sait que c'était une bombe à retardement. Mais ils vous répondent quoi? Mais ils vous répondent parce que je ne peux pas. Parce que j'en ai 200 à voir. Parce que comment voulez-vous que je fasse pour aller voir un mineur aussi grave, aussi signalé soit-il, alors que j'en ai 200 à voir? Vous voyez, c'est vraiment un problème de moyens et de transversalité des services. Mais il y a vraiment 200 profils comme celui-là à surveiller pour une seule personne? Évidemment que non, mais à l'époque, le profil, il est inquiétant, mais pas aussi inquiétant qu'ensuite. Voilà, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a des signaux qui sont en rouge dès la première affaire. Ouais. Mais ils ne sont pas écarlates, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, que faire des adolescents dangereux? C'est le thème de notre émission. Dans un instant, on revient pour parler avec nos invités. Et on va parler aussi du succès incroyable de la série Adolescents que Netflix diffuse actuellement. Vous allez voir, c'est tout à fait en lien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans notre émission L'affaire dans l'affaire, une émission qui parle de faits de société, de faits divers. Nous parlons aujourd'hui des adolescents dangereux, des adolescents parfois très dangereux, avec Jade Serrano, journaliste enquêtrice, Jean-Marie Bordry, qui est avec nous, bien sûr, et puis nos deux invités, Céline Boulay-Espéronnier, ex-sénatrice de Paris, auteur d'un rapport sur la délinquance des mineurs, et maître Stéphane Juriana, avocat dans le dossier du meurtre de la jeune Rose Isabella, une affaire tout à fait exceptionnelle, évidemment, mais une affaire qui pointe le phénomène des ados meurtriers qui sont de plus en plus nombreux.
évidemment qui n'ont rien à voir avec les adolescents délinquants, je le précise quand même, parce que tous les adolescents ne terminent pas comme le meurtrier de la petite Rose Isabella. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur les propositions émanant du rapport sénatorial. Il y a une espèce de petite rengaine qui revient régulièrement, mais qui me semble anecdotique par rapport à la gravité de certains faits. C'est cette affaire des blues. Est-ce qu'il faut remettre des blues aux adolescents dans les collèges, dans les lycées? Qu'en pensez-vous, Céline Boulet? Que du bien, puisque j'avais été à l'origine d'une proposition de loi à l'époque suggérant de remettre l'uniforme à l'école, mais de manière moderne, avec chaque établissement scolaire qui décidait de son uniforme en fonction des régions, etc., avec une souplesse et une modernité. En fait, cette question de l'uniforme, évidemment, elle ne résoudra pas tout, et mise en perspective avec ce dont nous débattons aujourd'hui, elle pourrait paraître anecdotique, mais elle pose la question de l'autorité. Parce qu'on parle d'école, on parle du lieu d'apprentissage et du lieu d'apprentissage de la citoyenneté, qu'est l'école, que sont les établissements scolaires, et le fait de mettre l'uniforme à l'école, elle posait cette question de dire, voilà, lorsque vous rentrez dans un sanctuaire qui est l'école, lorsque vous rentrez à l'école, elle doit être un sanctuaire, elle doit demeurer un sanctuaire, et vous devez être, en tant qu'élève, dans un cadre où il y a une autorité et puis une égalité entre les élèves, et ça permettait de dire, c'est un lieu où on doit se respecter les uns les autres, respecter les enseignants, et c'est le premier lieu d'apprentissage d'ailleurs de l'autorité, et du respect des autres. Voilà. D'une manière générale, est-ce que vous pensez qu'il faut durcir les sanctions à la fois contre les adolescents, et puis on va y venir peut-être aussi vis-à-vis de leur famille? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions vis-à-vis des familles? Peut-être Madame la sénatrice d'abord, et puis ensuite Maître Duriana. Alors ça, c'est une vaste question qui ne fait pas consensus au sein de la classe politique, et pour cause, parce que ce sont des questions qui sont difficiles à répondre comme ça en quelques minutes. Mais moi, je dirais j'irais plutôt dans ce sens-là, dans la mesure où on est responsable de son enfant et on est responsable de son éducation. Et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, et le manque de moyens notamment de la PJJ, et pour parler des mesures éducatives qui sont prononcées par les juges avant les sanctions, et les mesures éducatives qui sont un accompagnement individualisé du mineur, ça permet de mettre en lumière ou de découvrir aussi des environnements familiaux qui sont instables et qui peuvent favoriser le basculement du mineur dans la délinquance. Donc il y a une véritable responsabilité des familles. Ces mesures éducatives, elles sont très importantes, mais il y a beaucoup de retards qui sont pris. Il y a 3000, je crois, mesures éducatives qui sont en attente d'être mises en place. Parfois, le délai est de 2 ans, alors qu'il y a 30 000 mesures éducatives qui sont prononcées et mises à la PJJ pour application par an, et c'est une excellente chose. Donc, évidemment que la responsabilité des parents et des familles doit être pointée, et évidemment qu'il faut aussi aller dans le sens des pistes qui peuvent être mises en place de ce côté-là, puisqu'il y a des défaillances. Maître Duriana, votre avis sur la question? Faut-il, je rappelle la question, faut-il durcir les sanctions face aux adolescents et puis surtout leurs familles? Enfin, on n'a jamais été aussi sévère. On voit que ça ne fonctionne pas. La difficulté, elle n'est pas là, c'est qu'il faut individualiser les sanctions. On ne peut pas dire que toutes les familles sont responsables des délits qui sont commis par des gamins. Prenons un exemple. Un gamin qui vit dans une cité, à qui un dealer propose 100, 200, 300, 400 euros par jour pour aller faire le guetteur, qui vit dans une famille monoparentale où sa maman galère, enchaîne 1, 2, 3 boulots par mois pour toucher 1400, 1500 euros, il peut ramener... En 3-4 jours, il va gagner la même chose que sa mère qui galère. On ne peut pas, c'est les gens qui sont perdus, qui n'y arrivent plus, parce qu'effectivement, le narcotrafic est trop important et emmène les gamins. Alors, on a des solutions. La solution, elle est avant tout, mais moi, j'en suis persuadé, sur ces délinquants, on n'est plus dans les criminels, mais sur ces délinquants, c'est effectivement de les prendre, de les éduquer, mais de ne pas les lâcher une seule seconde. Parce que quand vous les lâchez, le dealer, lui, il ne les lâche pas. Et dès que l'éducateur a le dos tourné, il revient et il lui dit « Retourne-y, tu vas gagner tes 300 ou tes 400 euros. » Donc, il faut qu'on ait des moyens extrêmement importants sur nos services éducatifs, sur nos services
psychologique aussi, pour leur faire apprendre les choses. Parce qu'une maman seule qui galère avec 3 emplois pour essayer de vivre, eh ben, elle ne peut pas toujours. Alors, il ne s'agit pas en plus d'aller la sanctionner. Ouais, on parle souvent de moyens, mais ça ne prend pas le chemin. Hein. Sauf qu'on vient aussi de rappeler, maître, qu'un centre éducatif fermé, par exemple, une nuit en centre éducatif fermé, c'était plusieurs centaines d'euros. C'est-à-dire que ce seraient des chiffres et des montants considérables, surtout eu égard au phénomène contre lequel on est en train de lutter. Ouais. Alors, sans parler de centre éducatif fermé, on peut déjà mettre des éducs dans les quartiers. Je vais revenir sur la police de proximité. Souvenez-vous, ça commence à dater, mais la police de proximité, elle permettait quand même de mettre un certain nombre de liants. Là, aujourd'hui, on a des gamins qui sont livrés aux dealers. C'est-à-dire que les dealers, non seulement peuvent les obliger à guetter, mais c'est surtout qu'ils les financent. Alors, Jade Serrano, je voudrais qu'on parle de cette série Phénomène-là que l'on voit en ce moment sur Netflix. C'est tout à fait en rapport avec notre discussion du jour, puisque ça s'appelle Adolescence, ça fait un véritable carton. Et dans cette série, eh bien, racontez-nous cette affaire. Ça raconte l'histoire d'un adolescent meurtrier. Oui, effectivement, ça raconte l'histoire d'un adolescent meurtrier en 4 épisodes. Et cette série, elle est passionnante pour 2 choses. Déjà, premièrement, on a le point de vue uniquement de la défense, donc de l'accusé. Et pour une fois, il n'a pas un profil typique. Il a vraiment une gueule d'ange. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, on va voir la progression de sa personnalité au fil des 4 épisodes. Et c'est en ça que c'est vraiment éloquent, puisqu'on vraiment va montrer la réalité de la criminalité telle qu'elle est vraiment. Et puis aussi, on va compatir avec sa famille, puisqu'on se rend compte que c'est une famille totalement insérée. Les parents travaillent, ils sont amoureux, ils ont une belle jeunesse tous les deux, et pourtant, leur enfant va commettre l'innommable. Et donc, c'est aussi cette plongée en enfer de cette famille que l'on suit. Ouais. Cette série, elle prend vraiment aux tripes. Hein. Je voudrais dire que sur la forme, c'est une performance, puisque en plus, c'est tourné en plan séquence, sous la houlette du réalisateur qui s'appelle Philippe Barantini. Et évidemment, ça prend aux tripes parce que, comme vous le dites, on est aussi désemparé que cette famille face à on s'identifie aux parents. On s'identifie aux parents. Mais c'est ça, juste un dernier mot. Mais moi, j'ai travaillé à Fleury-Mérogis, prison d'arrêt chez les mineurs. Et je peux vous dire que les profils que j'avais, moi, chez les mineurs, les profils criminels, on parle bien de ça, je parle pas de chouf dans les cités, mais vraiment, ils étaient adorables, ils étaient mignons comme tout. Et la réalité, c'est ça, en fait. C'est ça, la réalité. Et voilà pourquoi la prévention est extrêmement compliquée. Ouais, alors Céline Boulay-Espéronnier, il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette série, c'est que vous avez observé le poids des réseaux sociaux qui sont aussi à l'origine de beaucoup de phénomènes, dont le phénomène de bande qui est criminogène. Hein. Justement, à la recommandation numéro 4 qu'on avait faite dans notre rapport, qui était de procéder à des études plus fines de la récidive et de la réitération. Non, ça c'est autre chose. Améliorer le repérage des infractions liées au numérique et évaluer le rôle des réseaux sociaux dans les phénomènes de délinquance des mineurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué quand on a auditionné pour le rapport, puisque là encore, on a peu de chiffres. Et cette série pose cette question-là. Et là où je rejoins Maître Durana, c'est qu'on voit bien à quel point les parents n'ont pas su déterminer le rôle des réseaux sociaux dans le passage à l'acte de leur enfant. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les familles souvent n'arrivent pas à déterminer ce rôle-là. Et si on les sanctionne en fonction de ça, on voit bien, c'est bien amené d'ailleurs, les parents, là, ils débarquent, pour ainsi dire, dans la Maître Juliana, vous l'avez vu cette série également? Vous avez eu des commentaires à faire? Je l'ai non seulement vue, et si vous saviez à quel point elle m'a rappelé le dossier de Rose. Je m'explique. Évidemment, les parents de son meurtrier étaient présents à l'audience. Mais un papa et une maman, un papa qui travaille régulièrement, enfin quelqu'un comme vous et moi, qui est arrivé la tête basse, honteux évidemment de ce qu'avait pu commettre son fils, mais qui pour autant aimait son fils. Et moi, j'avais 2 attitudes à ce moment-là. C'était soit de lui dire « rendez-vous compte, vous avez engendré un monstre », ou essayer de comprendre. Mais eux-mêmes, ils sont incapables de dire ce qui s'est passé, de pourquoi leur gamin est arrivé à ce niveau de monstruosité. Et j'ai envie de vous dire, ils sont aussi victimes que lui, parce qu'ils en souffrent. C'était horrible pour eux, ils avaient honte d'être là, ils avaient honte de ce qu'il avait fait.
Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est une réflexion qui est une invitation à continuer justement cette réflexion, cette émission. Que faire de ces ados dangereux? C'était le thème du jour et on n'est pas au bout des questions, vous l'aurez remarqué. Je vous engage à retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve à midi pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Tout de suite, Alain Marty nous amène sur les routes. Une balade printanière entre les vignobles pour surmonter le moral. Eh ben voilà, tout de suite sur Sud Radio.